Voici le magnifique pont en arc du port de Sydney. Cependant, il y a environ 90 ans, les ouvriers qui travaillaient sur ce pont ont dû relever un défi de taille. Assembler 2 demi-arches. Ils ont bravé un jour de grand vent et ont riveté les arches ensemble le jour même, sans quoi ils n'auraient peut-être pas eu d'autre occasion de le faire. La technologie du pont en arc consiste à relier les 2 extrémités d'une rivière au moyen d'une arche longue et solide. Le tablier de la route est fixé au pont à l'aide de ces haubans. Il est intéressant de noter que l'arche est toujours de forme parabolique. Mais que se passe-t-il si nous construisons un pont avec une arche circulaire ? Lorsque nous appliquons un poids à cet arrangement de blocs de bois circulaire, il s'effondre. En revanche, si l'on applique un poids sur une forme parabolique, elle reste debout. En bref, la forme parabolique est la meilleure structure autoportante. Quoi qu'il en soit, il incombe maintenant aux ingénieurs de convertir cette parabole en une structure pratique. Bienvenue dans les innovations de la construction du pont en arc du port de Sydney. La construction a progressé depuis les 2 extrémités sous forme de demi-arc jusqu'à ce qu'ils soient reliés au milieu. Observons de plus près la phase de construction. Y a-t-il un problème ? Si le pont est construit de cette manière, l'arche tombera en raison de l'attraction gravitationnelle. Veuillez noter que l'arche n'est soutenue que par les points inférieurs. Pour résoudre ce problème, de nombreux câbles de soutien ont été forés dans la roche à l'extrémité de la demi-arche. Une flotte de grues rampantes et flottantes a été utilisée pour réaliser cette prouesse de construction. Les éléments individuels de l'arc ont été amenés d'un atelier sur un ponton. Ils ont ensuite été soulevés et assemblés à l'aide de grues. Les éléments de l'arc ont d'abord été assemblés à l'aide de boulons. Après avoir ajusté l'angle et la position définitifs, les rivets ont été utilisés pour fixer l'ensemble de la structure. Environ 6 millions de rivets maintiennent le pont en place. Le poids de cette arche est d'environ 38 000 tonnes. Bien que toutes les structures aient été érigées, les arches étaient encore séparées par un espace d'1 mètre. C'est là qu'intervient l'astuce. Il suffit de relâcher les câbles de soutien des arches un par un. Les arches descendent lentement sous l'effet de leur propre poids et finissent par se toucher. Hurrah! Bravo! Ces 2 pièces ont été rivetées immédiatement après s'être touchées. Cette arche impressionnante s'étend sur 504 mètres de long et se dresse à 134 mètres du niveau de l'eau. Il est maintenant temps de prouver de manière logique pourquoi la forme parabolique est la meilleure structure autoportante. Attachons une chaîne gigantesque à travers les montagnes de la New River Gorge, merci à King Kong pour son aide. La chaîne prend la forme d'une caténaire. Toutefois, par souci de simplification, nous pouvons approximativement assimiler cette forme à une parabole. Même si vous essayez de lui donner une autre forme, elle ne pourra pas rester en place. Une chaîne ne peut supporter qu'une force de tension normale. Maintenant, la partie la plus délicate. Solidifions cette chaîne parabolique. Inversons la direction de la force gravitationnelle. Puisque la force externe a inversé sa direction, la contrainte interne inversera également sa direction et deviendra purement compressive. Maintenant, inversez l'ensemble de cet arrangement. Vous obtenez alors un pont en arc. La force de compression développée par cette structure parabolique se situe exactement au milieu de la section. De telles structures sont toujours stables. Vous pouvez comprendre pourquoi une structure ne peut être stable lorsque la force n'a pas cette qualité. C'est pourquoi l'arc parabolique est la meilleure structure autoportante. Construisons maintenant un tablier routier sous cet arc. Il existe cependant une autre façon d'atteindre le même objectif. Il suffit de déplacer l'arc porteur vers le bas. Ici encore, la force induite dans l'arc est la même. Si vous étiez l'ingénieur en chef chargé de ce projet, quelle conception choisiriez-vous ? Évidemment, la conception avec l'arche en dessous, n'est-ce pas ? La raison en est simple. Vous économiserez 1 tonne de matériaux de construction. Cela signifie-t-il que les ingénieurs doivent toujours choisir ce type de conception ? Essayons cette conception sur le site du port de Sydney. Comme vous pouvez le constater, nous nous heurtons rapidement à un problème. Il n'y a pas assez d'espace entre le tablier de la route et la rivière pour l'arche. Devrions-nous essayer une arche sous-marine ? Non, une telle conception bloquerait le mouvement des navires sur une vaste zone.
C'est pourquoi, à cet endroit, la seule conception possible était celle d'un tablier routier en contrebas. Voici une question intéressante pour vous. Pensez-vous qu'il soit possible de construire un pont entièrement sous l'arche? Cela pose un problème. L'arche doit être reliée au sol. Comment pouvons-nous modifier cette conception pour y parvenir? La seule façon de relier l'arche au sol est de prolonger une partie de l'arche sous le tablier de la route. C'est précisément ce que les ingénieurs ont fait pour le pont du port de Sydney. Ces ponts sont appelés ponts en arc traversant. Le type de pont en arc le plus approprié dépend entièrement de la géographie de l'endroit. Avez-vous remarqué ces énormes charnières au bas du pont? Il est intéressant de noter qu'en cas de changement de température, ces charnières permettent à l'arche de changer d'angle, comme illustré. Si la température augmente, la longueur de l'arche doit également augmenter. Grâce à ces roulements, le pont peut facilement ajuster son angle pour s'adapter à ce changement de longueur. De cette manière, les ingénieurs ont ingénieusement évité les problèmes de contraintes thermiques dans le pont. Vous serez étonné d'apprendre que le pont de Sydney s'élève de près de 18 cm pendant l'été. Parallèlement à la dilatation de l'arche, les haubans se dilatent également sous l'effet des changements de température. Cela permet de s'assurer que la position du tablier routier ne soit pas affectée. Sur cette illustration, vous pouvez clairement voir comment cette énorme charnière est ajustée au sol, ainsi que les détails de la fondation. Nous savons déjà comment l'arche a été construite. Leur astuce a consisté à construire un côté de l'arche plus rapidement que l'autre. L'idée était qu'en cas d'erreur dans la conception ou la construction de l'arche, ils pourraient la rectifier de l'autre côté. Il est maintenant temps de connecter les haubans. L'une des extrémités de ces haubans a la forme d'un V, et cette partie a été fixée en premier lieu à la structure de l'arche. Voyons maintenant en détail comment les sidérurgistes ont fixé les poutres transversales du tablier à l'autre extrémité des haubans. Pour des raisons d'équilibre, ils ont commencé l'assemblage du tablier routier par le centre et ont progressé graduellement vers les extrémités. Vous pouvez constater que la structure du tablier routier ne touche pas la structure principale de l'arche. Cette distance garantit que le tablier routier ne sera pas affecté par les changements de forme de l'arche dus aux fluctuations de température. La largeur totale de ce pont à 12 voies est d'environ 48 mètres. Le pont routier comporte 4 voies ferrées, 6 voies pour le trafic routier et 2 voies pour les piétons. Ce qui est formidable, c'est que les voies piétonnes sont situées à l'extérieur de l'arche. Une fois le pont achevé, 96 locomotives ont été positionnées de différentes manières sur 4 lignes pour le tester. En 1958, 2 des voies ferrées ont été transformées en routes. Une question se pose alors. Pourquoi ne pas avoir opté pour un pont suspendu dans le port de Sydney, bien qu'il soit plus économique et plus facile à construire? Les ponts suspendus oscillent toujours. Lorsque le pont doit supporter une lourde charge, comme un train de marchandises, vous devez opter pour un pont en arc. Les ponts en arc sont plus robustes. Le pont Chenab, en cours de construction en Inde, en est l'un des meilleurs exemples. Il s'agit également du pont ferroviaire le plus haut du monde. La charge agissant sur la structure du pont, dans ce cas le poids du train, a un impact important sur les contraintes internes développées et la stabilité du pont. L'analyse précédente ne prenait en compte que le poids du pont. Nous avons déjà vu que les contraintes internes s'écoulent parfaitement le long de la structure lorsque la forme est parabolique. Cependant, lorsqu'il y a une charge externe sur l'arche, les forces internes s'écartent de la ligne centrale, même si la forme de l'arche est une parabole. Si l'on relie les positions de ces forces internes, on obtient ce que l'on appelle une ligne de poussée. Pour assurer une bonne stabilité des ponts en arc, les ingénieurs veillent à ce que, même dans des conditions de charge extrême, la ligne de fuite reste dans le tiers central de la section de l'arc. Un autre type de pont en arc intéressant, que nous n'avons pas abordé dans cette vidéo, est le pont en arc lié. Regardez notre vidéo exclusive pour en savoir plus sur ce type de pont. Merci de votre attention.